Du côté de l'Asie, maintenant, c'est l'Indochine qu'on va essayer d'exploiter au mieux. Et le nouveau gouverneur qu'on a envoyé, Doumer, qui deviendra lui aussi président de la République, enfin, ça servait beaucoup de passer par le ministère des Colonies, Doumer va établir 3 taxes particulières. Il va décider qu'il y a des régies qui sont maintenant des régies d'État. C'est-à-dire c'est la France, représentée par son résident général, qui aura seul le droit de vendre l'alcool, le sel et l'opium. C'est donc le gouvernement français qui va être l'unique fournisseur, l'unique marchand d'opium. On n'aurait pas le droit de vendre d'opium, sauf en passant par le gouvernement français et en payant les taxes nécessaires. D'autre part, les colons, qui sont très peu nombreux, vous savez, ils sont environ à ce moment-là 20 000 Français, 25 000 si vous voulez, et il y a 20 millions d'indigènes, estiment qu'on ne peut se faire obéir que par la crainte et par la terreur. Et ils ont j'allais dire le culot, enfin disons l'aplomb, de demander que l'on établisse en Indochine ce qui fonctionne si bien en Amérique et qu'on appelle la loi de Lynch. C'est-à-dire que s'il y a un indigène qui se conduit mal, pas besoin de jugement, les colons se précipiteront sur lui et le tueront. Ils demandent au moins, puisque le gouvernement ne veut pas entendre parler de loi de Lynch en Indochine, ils demandent au moins que toutes les fois qu'il y a une exaction commise par un indigène, il soit jugé par un tribunal exclusivement blanc. Voilà qu'un gouverneur qui s'appelait M. Beau, qui avait succédé à Doumer, va essayer une autre politique en disant non, c'est tout de même très inhumain ce que nous faisons. Notre seule chance, c'est d'essayer de nous faire aimer. Alors vous n'imaginez pas les colères contre lui. Le journal Le Temps va foncer contre le gouverneur Beau en disant ce serait folie que de contribuer à nous préparer des ennemis à l'intérieur comme on le fait présentement. Il ne faut pas oublier que M. Jules Ferry avait dit les lois françaises ne se transplantent pas étourdiment. Parmi les lois françaises, il y avait tout de même la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ça, c'est bon pour l'Europe, mais c'est surtout pas bon pour les colonies. Alors on va assister à un régime de force avec des soulèvements intermittents, avec de grands frémissements intérieurs dans la population, jusqu'en 1914 et même au-delà, chaque fois qu'ils sont réduits par le sang. Je vous avais déjà dit que les gens qui travaillaient en Indochine regardaient avec sympathie du côté de la Chine, parce que la Chine, c'était un territoire nouveau qui s'ouvrait et qui était extrêmement mal défendu. Alors de même que s'était constitué un comité de l'Afrique française, se constituera en 1900 un comité de l'Asie française, sous la présidence de qui? Ben, naturellement du même, toujours Eugène Etienne. Et ce comité réclame, à l'égard de la Chine, une diplomatie éclairée, afin de procéder à l'émancipation intellectuelle et économique de cette partie du monde aux richesses inouïes, car il y a là, disait le texte du comité, un bloc d'immenses richesses latentes sur lesquelles on peut mettre la main. Il ne disait pas ça. Un bloc d'immenses richesses latentes. Alors vous savez qu'en 1900, il va se produire une expédition internationale en Chine. Il y avait eu un soulèvement, c'était les Boxers. Boxers, paraît-il, ça signifie le poing levé pour la justice. C'était des indigènes qui se révoltaient contre les exactions, ils voyaient bien ce qui se passait, de toutes parts l'Occident tombait sur eux, alors ils tentent une révolte. C'est une mission militaire internationale sous le commandement d'un officier allemand, à laquelle on va voir participer des troupes françaises, des troupes japonaises, des troupes russes, des troupes anglaises, qui vont se jeter sur Pékin. Et là, je voudrais vous apporter une citation que j'estime pour ma part exemplaire. Le Figaro, qui ne reculait devant aucun sacrifice, avait envoyé Pierre Loti comme correspondant de guerre à Pékin à la suite de l'expédition internationale. Et dans le Figaro des 18 et 20 octobre 1900, oui, Pierre Loti avait écrit ceci. J'ai eu la chance d'entrer à Pékin après une razzia de nos zouaves. Ça et là, des mains coupées, des têtes coupées, des paquets de cheveux. Quelque chose sort d'un seau. Je m'approche. Ce sont les 2 cuisses décharnées, la moitié inférieure d'une vieille femme, jetée là, les jambes en l'air. Vous imaginez bien que ces souvenirs-là resteront frappants dans l'esprit des Chinois. La France va demander des avantages, l'Allemagne aussi, car je vais vous montrer maintenant qu'il ne s'agit certainement pas uniquement de la ruée française, mais que c'est une ruée générale. Mais il faut que je vous dise auparavant que le grand thème développé par les colonialistes est celui des richesses. Étienne avait dit, au propos de Madagascar, il faut emmagasiner là pour la France une force de richesse incalculable. Ben maintenant, voici les 2 citations que je vous avais annoncées tout à l'heure sur les résultats du colonialisme. Et je ne veux certes pas les emprunter à des esprits subversifs. Ma première citation vient de M. Emmanuel Beau de Loménie, qui est un royaliste, qui est un légitimiste, et qui a écrit des livres fort importants sur les dynasties bourgeoises. Et voici ce qu'écrivait M. Beau de Loménie en 1954. Notre politique coloniale
aura coûté très cher au budget public pour le profit presque exclusif d'une étroite minorité de grandes affaires de l'industrie et de la banque. Et voici maintenant un autre texte qui est de 1960, dû à un monsieur Henri Brunswick qui ne passe pas pour un marxiste. Il a paru bientôt que des particuliers pouvaient s'enrichir aux colonies, même si elles n'étaient nullement rentables pour l'État. La politique coloniale fut incontestablement, pour un petit nombre d'individus, une affaire énorme, et pour la masse, un mythe. Quel mythe? Mais bien sûr quoi, le mythe national, le mythe de la grandeur française. Les poitrines pouvaient se gonfler en pensant que le drapeau français flottait aux quatre coins du monde, et je me rappelle parfaitement que quand j'étais avant 1914 petit élève au lycée de Mâcon, nous portions tous l'insigne de la Ligue maritime et coloniale. Bon, c'est bien qu'il n'y avait pas que le drapeau français qui flottait dans les quatre coins du monde. Nous assistons maintenant à cette ruée de l'Occident, et même d'autres nations que les nations occidentales, sur les peuples pauvres. Il y avait quoi? Il y avait l'Allemagne qui avait fini par découvrir tout de même, à partir de 84-85, l'intérêt des opérations coloniales. Alors l'Allemagne avait mis la main sur divers territoires africains, le Togo d'une part, le Cameroun d'autre part, et puis dans la partie méridionale de l'Afrique, il y avait l'Afrique occidentale allemande et l'Afrique orientale allemande avec Dar es Salaam. Quant à la Chine, les Allemands s'étaient implantés, eux, à Kiaoutchou. Il y avait les Russes. Les Russes poussaient dans la direction du Turkestan, et le Turkestan finissait par toucher à l'Afghanistan, et ça, c'était plutôt du côté des Anglais. Puis les Russes ne se contentaient pas de pousser dans cette direction-là, mais ils allaient vers l'extrême orient, c'est-à-dire qu'ils convoitaient la Mandchourie. Il y avait l'Italie. L'Italie aussi désirait quelque chose. Il y avait la Cyrénaïque et la Tripolitaine. Vous savez où ça se trouve, hein? Entre la Tunisie et l'Égypte, il y avait encore des nations, des peuplades qui n'étaient pas soumises. Là, les Italiens se disaient, ça, c'est un... Et puis, il y avait naturellement l'énorme Angleterre. C'était au somme l'Angleterre qui avait ouvert la voie à ce véritable colonialisme d'affaires. Et quand on parle tout le temps du pangermanisme, qui est certes une réalité, il ne faut pas oublier non plus l'impérialisme britannique. Je vais vous apporter là une citation, la doctrine, car on disait bien le mot, la doctrine Chamberlain, comme nous disons en français. Je crois, avait dit Chamberlain, je crois en cette race anglo-saxonne, la plus grande des races gouvernantes que le monde ait jamais connue. Mais vous pensez bien que dans ces opérations-là, ça n'allait pas toujours tout seul et que le canon tenait sur toutes les coins du monde. Il y avait des guerres, de véritables guerres. Il y avait eu, par exemple, la petite guerre qui avait commencé l'Italie, qui voulait l'Éthiopie, contre les troupes du Négus qui s'appelait Ménélique, et ça avait très mal tourné. En 1896, les Italiens s'étaient fait battre à plat de couture à Adoua. Il y avait une guerre que les États-Unis avaient déclenchée contre l'Espagne, parce que les États-Unis s'étaient mis à s'intéresser beaucoup à ce qui se passait en dehors de chez eux. On nous parle toujours de la célèbre doctrine Monroe, vous savez, la doctrine Monroe, comme on dit en français. Mais cette doctrine Monroe, il faut savoir ce qu'elle était. On nous dit que c'était l'isolationnisme américain qui disait « nous nous occupons de notre continent, on ne s'occupe pas de ce qui se passe ailleurs ». Attention, le texte même qui est 1823 de la doctrine de Monroe spécifiait très nettement que l'Occident ne doit pas considérer les Amériques comme un terrain de colonisation. Les Amériques. Ce qui signifiait que les Américains du Nord, les Yankees, considéraient que l'Amérique centrale et l'Amérique méridionale, c'était leur terrain de chasse à eux. Attention Européens, c'est le sens de la doctrine Monroe, attention Européens, ça c'est une chasse gardée. Nous ferons notre colonialisme comme nous l'entendrons. Mais ils débordaient de leur Amérique. Ils débordaient puisqu'ils s'étaient emparés en 1898, je crois, des îles Hawaï d'un côté, dans le Pacifique, et de l'autre côté, ils s'étaient jetés, et des Philippines, que j'oubliais, et de l'autre côté, dans la mer des Antilles, ils s'étaient jetés sur Porto Rico et Cuba. Or, les Philippines, Porto Rico et Cuba appartenaient à l'Espagne, et ça avait été une guerre entre les États-Unis et l'Espagne. Vous avez maintenant les frictions qui vont se produire entre l'Angleterre et la Russie, parce que je viens de vous dire que les Russes commencent à regarder du côté de l'Afghanistan, et que l'Afghanistan, les Anglais considèrent que c'est leur propriété. Ça va aboutir à une extrême tension. Quant aux Russes et aux Japonais, les Japonais aussi, qui convoitent des territoires, qui convoitent la Corée, qui convoitent l'île de Sakhaline, qui est une île russe et qui est au nord, les Japonais ne veulent pas voir arriver les Russes en Mandchourie. Et ça va aboutir à une grande guerre, celle-là, une guerre sérieuse, qui est la guerre russo-japonaise de 1904-1905. Et l'Angleterre aura sa guerre des bourgs. Qu'est-ce que c'est grosso modo cette histoire de la guerre des bourgs? Vous savez, il y avait une vieille colonie hollandaise qui était au Cap. Les Anglais avaient mis la main sur le Cap. Les bourgs s'étaient retirés à l'intérieur. Pas encore trop d'histoire. Avant que l'on ne découvre qu'il y avait d'une part des mines de diamants dans le territoire des bourgs et des mines d'or. Alors, à ce moment-là, un grand homme du colonialisme anglais qui s'appelle Cecil Rhodes avait décidé qu'il fallait mettre la main sur ces possessions-là. D'où une guerre.
une longue guerre avec les Boers, où les Anglais seront obligés de mettre, le paquet, si j'ose dire encore, 300 000 hommes. Ils finiront par envoyer 300 000 hommes là-bas, et ils en perdront 60 000. Et les frictions internationales s'accroissent, et même maintenant, entre la France et l'Angleterre. Il y a un instant, je disais tout à l'heure que les Français commençaient à regarder jusqu'à Djibouti. Ils avaient mis la main sur Djibouti en 1881. Et pour joindre Dakar d'un côté à Djibouti de l'autre, il fallait franchir le Soudan égyptien. Or, les Anglais, après avoir dit « nous ne sommes que provisoirement et que passagèrement en Égypte », avaient parfaitement l'intention de descendre vers le sud. Et leur grande idée, c'était une ligne militaire, enfin une ligne économique et militaire, qui joindrait le Cap au Caire, la fameuse ligne du Cap au Caire. Ils avaient l'idée de posséder tout ce centre verticale, si j'ose dire, nord-sud de l'Afrique. Alors comme la France avait fait semblant, avec Jules Ferry, de se désintéresser de l'Égypte, et qu'avec Delcassé, elle s'intéressait de nouveau à l'Égypte, on avait envoyé une expédition qui devait aller, si possible, jusqu'au bord de la mer Rouge, en partant du Soudan, avec le colonel Marchand. Le colonel Marchand arrive sur le Haut-Nil, dans cet endroit qu'on appelle Fashoda. Et à Fashoda, il va se trouver en face de Kitchener, l'anglais, qui, après avoir écrasé le Mahdi à Omdurman, s'avance vers le sud et dit à ce colonel Marchand, vous êtes là, vous allez partir. Eh bien, la France va céder. Delcassé lui-même, Delcassé dit, non, on ne peut pas risquer tout de même une guerre avec l'Angleterre, quoique vous verrez qu'à un certain moment, ce Delcassé avait été fort ému, et retirera les troupes, humiliation nationale incroyable, d'un pauvre Français qui est amené et qui remue par terre sous le vent, les troupes françaises se retirent de Fashoda. En 98, il se produit un événement dont presque personne ne parle quand on raconte les histoires internationales. Et moi, j'y attache beaucoup d'importance. En 98, il y a un nouveau tsar depuis 4 ans en Russie, il s'appelle Nicolas II. C'est lui qui va être, pour une part, responsable de la guerre que nous étudions maintenant, la guerre de 1914, je dis bien pour une part, et c'était un homme qui ne désirait certainement pas la guerre. Il était timide, il était faible, si vous voulez, il était très religieux. Et voici qu'en 98, ce tsar prend l'initiative d'une demande générale adressée à toutes les puissances de désarmement. Oh, il ne dit pas on va abandonner tout de suite nos armements, mais au moins stopper les armements. Décider que cette fameuse escalade qui commence de toutes parts doit s'arrêter. Parce que, dit-il, ça aboutira fatalement à un égorgement européen, à un carnage. Alors il va proposer une conférence du désarmement à La Haye. Vous n'imaginez pas le mépris qui va accueillir cette proposition dans toutes les chancelleries. Un mépris qui va être naturellement excité par ceux qui sont les fournisseurs d'armes et qui se disent comment, mais on est en train de gagner des fortunes en armant les nations respectives, qu'est-ce qui va arriver? Guillaume II a écouté la proposition de Niki, comme il l'appelait, c'était un parent, Nicolas II. Ça l'aurait intéressé, mais il dit, mais avec quoi M. Krupp payera-t-il ses ouvriers? Krupp, vous savez, c'est l'industrie militaire, l'industrie armement allemande. Je ne pense pas qu'il peut y avoir une reconversion de cette industrie et qu'au lieu de fabriquer des canons, on peut fabriquer autre chose. Non, il dit ça simplement. Et en France, alors toute la droite se lève, comme il y a un député qui a osé interpeller sur les variations du prix du fer, on verra un député qui s'appelle M. de Kergariou qui va dire est-ce que nous sommes là pour nous occuper de prix économiques sur la vente de l'acier. Le comte de Münster, qui était le délégué de l'Allemagne là-bas, à la conférence de La Haye, va même dans une lettre intéressante dire toute la canaille, toute la racaille du monde entier s'est réunie à La Haye. La racaille, bah quoi, c'est les Tolstoïens, c'est les socialistes, ce sont des gens comme Carnegie, qui n'est certes pas de la racaille mondiale puisqu'il est infiniment riche, qui essayent d'empêcher le monde d'aller à sa destruction. On fera la fameuse conférence de La Haye, ça aboutira à une chose ridicule, vous savez, un arbitrage qui ne sera jamais obligatoire. Simplement, on conseille aux nations, lorsqu'elles auront des difficultés, de recourir à l'arbitrage du tribunal de La Haye. En somme, cet espoir qui eût été, je le crois, un grand espoir pour l'humanité, il sera immédiatement piétiné, ridiculisé, aboli. Mais on va assister maintenant, du côté de la France, à un retournement singulier. L'humiliation de Fashoda a paru extrêmement pénible aux nationalistes français. Les nationalistes français, surtout à cause de l'affaire Dreyfus, et dans une intention très évidente d'utiliser le nationalisme, d'utiliser le chauvinisme à des fins de politique intérieure, les nationalistes continuent à braquer l'opinion publique sur l'Allemagne. Alors Delcassé, qui va devenir, enfin qui est le ministre des Affaires étrangères, et qui va le rester jusqu'en 1905, Delcassé a conçu à ce moment-là un plan assez terrible. C'est le mot que je tiens à employer, un plan assez tragique, dont il s'ouvrira devant M. Abel Ferry en 1914, où il dira « Je vais maintenant, dès maintenant, tendre à l'Allemagne un piège où j'espère bien qu'elle tombera ».